Et si on proposait un atelier de philosophie en ligne ? Un atelier de philosophie en ligne, c'est la proposition que Guido Albertelli a faite à Connaissance 3, alors que nous nous voyons contraints d'annuler l'ensemble des activités de notre semestre de printemps 2020. Fichu coronavirus. Et au sujet de ce fichu virus, de nombreuses choses ont été dites, pensées, réfléchies par celles et ceux qui font de la philosophie leur métier ou une pratique quotidienne. Enseignant de philosophie, Guido Albertelli nous a donc proposé la lecture de plusieurs textes parus ici et là durant la pandémie. Et c'est précisément autour de ces textes qu'a eu lieu, le 28 mai dernier, via une plateforme de visioconférence, un atelier de philosophie que nous avons pu enregistrer. Durant cet atelier, pensé comme un lieu d'échange et surtout d'écoute, chacun a pu librement faire part de son expérience durant le semi-confinement et exprimer comment ce vécu entrait en résonance avec les lectures proposées. Une mise en commun que Guido Albertelli définit comme une forme d'intelligence collective qui permet non pas de donner des solutions, mais, je cite, de tracer des routes. La qualité des interventions des participants nous a donné envie de les partager plus loin, offrant ainsi l'occasion à un plus grand nombre de poursuivre la réflexion. C'est en toute simplicité que nous vous proposons de plonger dans cet atelier avec quelques extraits choisis, à commencer par une petite introduction de Guido Albertelli quant à la démarche proposée. Et pour nourrir votre réflexion, nous indiquons dans cette animation les références des lectures proposées. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. Il s'est incontestablement passé quelque chose ces dernières semaines. Et malgré les tentations de revenir à ce qui était, rien n'est plus vraiment comme avant et ne peut sans doute plus l'être. Pour autant, les tentatives, au contraire, de passer à un après qui soit différent, restent confuses. L'avant n'étant plus et l'après pas encore, cette confusion nous laisse avec cette simple question. Et maintenant ? Quantité de discours disent tout cela. Je reprendrai ici l'image que propose l'écrivaine indienne Arundhati Roy, qui compare la pandémie à un portail entre le monde d'hier et le prochain. Et elle ajoute, nous pouvons choisir d'en franchir le seuil, entraînant derrière nous les dépouilles de nos préjugés et de notre haine, notre cupidité, nos banques de données et nos idées défuntes, nos rivières mortes et nos ciels enfumés, ou nous pouvons l'enjamber d'un pas léger, avec un bagage minimal, prêt à imaginer un autre monde et prêt à se battre pour lui. Moi, je propose une entrée dans ce qui s'est passé et dans ce qui se passe pour nous, sur le modèle d'une autre chose que je pratique et qu'on appelle une quête de vision, c'est-à-dire un rite de passage, un rite d'initiation. Et oui, pour moi, c'est un moment comme ça, ce qu'on a vécu, où il y a 3 temps, où il y a un moment de séparation, un moment où il s'agit de partir seul, et un moment où on se sépare de ce qu'on connaît, de ce qu'on savait, de ce qui tenait, et où on passe dans un deuxième temps, dans un espace où on ne sait pas, où c'est l'inconnu, où c'est beaucoup de peur, où c'est beaucoup de doutes et de choses qui sont remises en question. Et c'est dans cet espace-là que se propose un troisième temps qui est trouver un cadeau, un trésor, son pouvoir personnel, ce qu'on peut appeler dans d'autres contextes une médecine, quelque chose à ramener pour soi, pour sa propre vie et pour sa communauté. Pour moi, il y a quelque chose de tout à fait semblable avec la philosophie, avec la pratique que j'entends toujours plus proposer de la philosophie. L'idée que la philosophie servirait à tirer des leçons. Alors, les philosophes, c'est ceux qui expliquent, c'est ceux qui vous expliquent et qui vous permettent de comprendre du haut de leur grande sagesse et de leur grande importance. Les philosophes, c'est ceux qui donnent des modes d'emploi. Et les philosophes seraient ceux qui doivent assigner les valeurs. Pour moi, c'est affreux, cette conception, qui est une conception très, très dominante de la philosophie, justement comme discours dominant, comme discours qui vise à l'hégémonie, et qui est au fond un discours colonial et infantilisant. Et voilà, on va vous expliquer, et on va vous dire quelles leçons tirer de là, et on va vous donner des modes d'emploi. Quelque chose que dans un des textes que vous avez, c'est le texte d'Alain Damasio, le signale au début,
dans cette sorte de préambule, il écrit ceci: « Hier, j'ai senti que mon attente même du génie capable de penser cette pandémie à ma place disait quelque chose d'essentiel, à savoir que face au choc, on aimerait être soulagé de penser. On aimerait tellement qu'on nous dise quoi faire, comment être, qui suivre. On attend le geste de magie et la solution miraculeuse. » Et la philosophie se présente en disant, ben voilà, c'est nous. Nous, les philosophes, on a toujours été ceux qui disent ce qu'est le monde et comment il devrait être. Et Damasio ajoute, pire, on l'attend parfois de ceux qui n'ont aucune vocation à la moindre sagesse, ceux qui n'ont rien prévu ni senti, mais dont le métier putride est de tirer profit du moindre choc pour consolider leur pouvoir, nos décideurs. Voilà, donc moi je propose autre chose pour la philosophie et ce qu'on peut faire ici. Et au fond, c'est la philosophie comme pratique, pour me référer à un autre des textes que vous avez reçus, le texte de ce philosophe espagnol Paul Preciado, qui est un philosophe trans, qui a commencé sa carrière sous le nom de Béatrice Preciado, et bon, qui propose des choses assez radicales. Et cette formule qu'il emploie, reprise du chamanisme amérindien, « arrêter le monde ». Pour moi, la philosophie, c'est ça, c'est arrêter le monde. Et au fond, il me semble que c'est ça depuis Socrate, en tout cas. Socrate, je pense que ça n'aurait jamais été quelqu'un qui serait allé sur un plateau de télévision pour dire « je vais vous expliquer quelles leçons philosophiques il faut tirer de ce qui se passe ». Socrate, s'il avait admis qu'il aille là, il aurait été « ah bon, il y a des gens qui prétendent connaître les leçons à tirer de ça ?» Ah, c'est intéressant, alors moi j'ai des questions à leur poser. Et aurait fait apparaître l'arrogance de cette position-là, puisque Socrate passait son temps à dire « mais moi, je ne sais rien ». Pour moi, la chose qui m'a étonnée le plus dans toute cette histoire, c'est que c'est comme si les gens parlaient, et je dis, peut-être c'est un peu choquant, enfin de la mort. Je dis enfin parce que j'ai l'impression que pour longtemps, on n'a plus parlé de la mort, on cache la mort. Cette angoisse des morts qui est finalement présente chez l'être humain a complètement été mise de côté et on a remplacé, comme peut-être ces pensées colonialistes dont vous parliez tout à l'heure, par une nouvelle hygiène de vie, une religion de l'alimentation, l'idée qu'avec les succès de la médecine, l'espérance de vie augmente, bref, l'illusion de l'immortalité. C'est comme si la mort n'existait plus. Les gens vivaient comme si la mort n'existait plus. J'ai eu pas mal de discussions beaucoup plus tôt que les coronavirus avec des gens avec qui j'ai eu vraiment presque des problèmes parce que ils continuaient à vivre comme si la mort n'existait pas. Et pour moi, c'est complètement aberrant parce que j'aime beaucoup la philosophie indienne et penser à la mort, pour moi, c'est pas pour... Je suis une personne très gaie, hein, c'est pas du tout pour me rendre triste. Au contraire, penser à la mort, pour moi, ça signifie tous les jours me poser des questions et vivre bien quelque part. C'est-à-dire, c'est que, je pense qu'il a cité quelqu'un, je ne sais plus où, parce que j'ai lu un peu en vrac et tout. Oui, c'est que, disait Rousseau peut-être, c'est ça. L'homme qui a plus vécu n'est pas celui qui a compté les plus des années, mais c'est lui qui a le plus senti la vie. C'est-à-dire, c'est comme retourner à ce qui est important avec la I majuscule. C'est une sorte de sortir de cette illusion d'immortalité et se poser les questions par rapport à un autre être sur cette terre, au sens de la vie quelque part. Bon, alors c'est pas Damasio, je crois qu'il y avait un autre texte aussi, je trouve, qui nous fait réfléchir de façon extrêmement intéressante sur finalement c'est quoi le niveau de risque qu'on accepte aujourd'hui et il montre bien qu'on a construit finalement des sociétés qui sont des sociétés avec un État-providence, avec des systèmes, je ne sais plus, il a une formulation qui est très très claire, encore une fois je ne sais plus lequel, explique bien qu'on a vraiment construit des sociétés où il y a des assurances pour tout en fait.
effectivement, dès qu'il y a le moins de petits grains qui se met dans l'engrenage, il y a effectivement cette gestion un peu du choc qui donne la possibilité donc à un certain nombre de contrôles. C'est le moment de s'interroger sur c'est quoi le risque, c'est quoi une vie sans risque? C'est quoi une vie sans risque? Est-ce que cette vie-là, finalement, on l'accepte? Est-ce qu'on a envie de vivre une vie absolument sans risque? Et ça rejoint un peu, donc là, je sais plus, je crois que c'était justement Rousseau. Ben non, je crois qu'il faut d'abord vivre. Et je sais plus lequel, je vous dis, des cas que vous avez donné. C'est vraiment très, très clair comment l'Occident, finalement, a construit un système d'assistanat complet, quoi, complet. Où on n'a plus, finalement, donc, possibilité de réfléchir à ce qu'on veut. Être fidèle à soi-même, quoi. Il y a un mot qu'on n'a plus entendu pendant cette période et dont on s'est quand même beaucoup gargarisé l'année passée, c'est le transhumanisme. On veut tout augmenter, le corps augmenter, on va vivre longtemps. Et puis tout à coup, on a un virus et puis on se retrouve dans une très grande fragilité. Et il s'agissait même plus de savoir si on allait vivre jusqu'à 120, 150 ans, mais d'arriver à gérer une crise pour sauver des vies. Voilà. Alors, tout à coup, la mort, elle revient chez nous dans une société occidentale privilégiée qui connaît pas ça, mais d'autres sociétés, effectivement, le vivent quotidiennement, comme qui sont dans la survie ou qui sont dans la résistance. Ces sociétés en Amazonie qui luttent pour leur survie, on leur détruit leur forêt, on leur détruit leur environnement. Et effectivement, on avait cette réflexion sur la mort qui revenait. Et puis par rapport au corps, si vous voulez, des fois, je me disais, mais j'espère que je pourrais revoir tous les gens que j'aime de près, pas seulement à travers des écrans. Ces écrans, c'est quand même, ça nous donne, c'est mieux que rien, si vous voulez, mais c'est quand même une communication étriquée, insatisfaisante, insuffisante, malgré tout. Ce qui me traverse, en fait, c'est surtout comment cette histoire, et Damasio le dit tellement bien, agit sur les corps et sur les esprits. Et je me suis bien sûr rendu compte à quel point j'étais complètement, pareil, dans une espèce de ritournelle. Et ce qui m'a amené, moi, à me dire ce que je savais déjà, combien c'est difficile, en fait, de trouver un équilibre entre l'esprit et le corps, dans ces moments-là. Parce que dans la vie, il me semble que, c'est pas trop, enfin en tout cas pour moi, dans certains moments, c'est pas trop compliqué. Mais dans cette période que l'on a traversée, oui, ça a été très compliqué. Et je devais faire comme un peu des appels à mon corps, où je devais me dire, mais bouge, danse, chante, marche. Ça marchait. Mais je pouvais pas dire à mon esprit, arrête, ne regarde pas la télévision. D'écouter la radio. Arrête de parler de ça avec tes voisins. Et en fait, c'est ça maintenant qui retient mon attention et qui me demande une espèce de vigilance. Que fais-tu de ton corps quand ton esprit part comme ça et s'engouffre dans cette histoire nauséabonde? Voilà. Bon, moi, ce qui me frappe, c'est la difficulté, je trouve, dans cette immense marée verbale de laquelle on baigne de manière générale, mais où on a baigné pendant ces mois. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, c'était au fond quand même, me semble-t-il, d'aller au-delà des mots. Quand vous parlez de cette expérience initiatique nocturne, c'est d'aller dans le silence et de laisser quelque chose d'autre émerger que les mots qu'on entend tout le temps. Et c'est ça que je trouve difficile en ce moment, moi, c'est de trouver d'autres mots.
Oui, je voulais juste retourner sur ces concepts, qui n'est pas qu'un seul concept, c'est vraiment un sentiment que beaucoup de gens, j'imagine, ont eu, qui est le concept de la colère. La colère, pour moi, était toujours considérée comme une émotion secondaire, liée à une frustration ou à une sorte de blessure psychique, etc., etc. Alors, la colère dont il parle Damasio, je reviens sur Damasio parce que c'est lui qui en parle le plus. Il parle de la colère comme une énergie. Il dit même, j'ai marqué cette phrase, une énergie très belle, trop belle pour qu'on la piège dans le ressentiment. Et puis, il parle justement de la nécessité d'évacuer la colère et de transformer, si vous voulez, cette colère, qui est une énergie trop belle à nouveau, et de la convertir en joie. Alors, comment transformer cette colère? Parce que je pense que beaucoup de nous ont vécu une situation de colère. Et cette colère est quand même quelque chose qui nous ronge un petit peu, qui devient une cancrène. Et je suis tout à fait d'accord sur l'effet que dit Damasio de la transformer, bien sûr. Transformer l'énergie, c'est toujours important. Mais j'arrive pas, je vous dis, je vous avoue toute ma fragilité et mon incapacité de la transformer en joie. Si ça devait se reproduire, ce type de situation, c'est l'importance finalement d'une certaine forme de manipulation qu'on a plus ou moins ressenti, enfin moi en tous les cas, je la ressentais physiquement, cette manipulation. Ce que j'ai trouvé le plus pénible, c'est effectivement, il le dit très très bien, c'est finalement le confinement du corps. Et je trouve que c'est très bien qu'on ait ces lectures parce que ça fait réfléchir à toutes les formes de restriction de liberté, de réflexion véritablement sur finalement qu'est-ce qu'on doit mettre en place comme règle de vie personnelle. Est-ce qu'on doit obéir à tout? Et j'imagine qu'il y a beaucoup de dames ici qui se sont dit, mais on a peut-être, je ne sais pas, tout plus de 65 ans probablement. On s'est dit, mais c'est pas nous, quoi. Et en relisant ça, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que je me suis dit, bah oui, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti quand même par moments. Je me suis dit, on est contraint à quelque chose qui est effectivement dans un souci de protection collective, mais il y avait quand même des moments où on se dit, mais c'est presque un peu trop, ça va au-delà. C'est une déresponsabilisation personnelle. Voilà, moi je l'ai ressenti comme ça, et autant sur un plan je dirais spirituel, etc. Alors moi j'ai beaucoup aimé, donc cette gestion du vide, alors moi ça m'a beaucoup plu, redécouvert Bach, etc. Mais vraiment physiquement je me suis dit mais c'est pas normal, il y a quelque chose qui est presque, enfin je veux dire c'était trop, quoi. Et encore je pense que nous on a beaucoup de chance ici parce qu'il y avait quand même une certaine mesure dans ce qui nous a été demandé de respecter. Et voilà, donc, et quand je relis ça et je dis, enfin Damasio, mais tous, il y a ce besoin quand même de rester très vigilant, donc intellectuellement, et éventuellement d'essayer de pouvoir dire, ben non, on n'est pas tout à fait d'accord. Voilà, parce que il y a des formes d'abus de pouvoir. Enfin, je ne sais pas si, moi c'est ce que j'ai ressenti, et puis je trouve que ces textes effectivement nous ont fait beaucoup de bien à mettre des mots sur ce qu'on percevait. Voilà. Je vous propose de faire quelque chose qui ne soit pas vraiment une synthèse, mais plutôt un miroir de ce que j'entends, comme ça. Voilà. Et il me semble que je vais partir de ce qu'il y avait à la fin. Pour moi, c'est ça la question de l'initiation. C'est comment je fais de mon expérience, enfin, comment j'y trouve une médecine, un pouvoir personnel qui me permet d'en faire quelque chose et de continuer. Pour moi, en fait, c'est avant tout une question de se rappeler. Là, j'ai entendu Barbara Stiegler qui dit le néolibéralisme est en nous, nous a transformés. Bon, alors, comment on fait avec ça? Il me semble justement que cette façon de poser le problème indique bien que peut-être plus que d'inventer quelque chose de nouveau, même si concrètement il s'agira bien d'inventer des choses nouvelles, mais peut-être qu'il y a aussi un mouvement, en tout cas, de se rappeler qu'est-ce qui a été transformé, qu'est-ce qui a été effacé, qu'est-ce qui a été perverti, parce que c'est là, c'est toujours là. Le moment de l'initiation, c'est aussi le moment
qu'est-ce qu'on fait avec la colère? Comment on transforme ça? Bon, il me semble que la pratique de la philosophie, peut-être qu'elle permet quelque chose comme ça. La question de l'initiation, elle se passe plutôt dans s'asseoir avec, plutôt que de vouloir manipuler et transformer. La colère, bon, comment je la transforme? Ben, peut-être déjà en m'asseyant avec, en écoutant. Là, je veux faire le lien avec la philosophie. La philosophie, elle s'est considérée elle-même. Elle a été considérée, et souvent d'ailleurs critiquée, comme étant une attitude purement théorique. Et bon, la théorie, c'est la même racine que théâtre. C'est-à-dire, c'est le fait de regarder quelque chose. Et chez Aristote, c'est très explicite. L'attitude théorique, elle se distingue de l'attitude pratique dans le sens où c'est regarder quelque chose, ou si vous voulez, étudier, mais sans vouloir manipuler, sans vouloir transformer, sans vouloir changer. Et peut-être que là, dans ce positionnement-là, qui se trouve aussi au cœur de la philosophie, il y a quelque chose à retenir. Et puis après, alors ce que j'ai entendu beaucoup, c'est comment on passe à quelque chose d'autre. Ben, moi, je le mets en rapport avec tout ce que j'ai entendu sur la mort. Il n'y a pas de passage à quelque chose d'autre sans mort. Et peut-être que la plus grande initiation, c'est d'accepter qu'on meurt. Et à partir de là, de vivre, parce que le but, c'est en effet pas d'être déprimé, enfin, c'est pas que c'est une question de but ou pas, mais l'idée, c'est bien de vivre, d'abord vivre. Et peut-être que ça passe par un rapport à la mort. Et peut-être que la plus grande, qu'est-ce qu'il faut dire, folie de notre civilisation, c'est de croire qu'on peut résoudre ça. Oui, se croire qu'on peut résoudre, pour moi, c'est exactement en rapport avec croire qu'on peut transformer en manipulant. C'est-à-dire cette idée qu'on va pouvoir faire, et puis que c'est en faisant qu'on va pouvoir transformer les choses comme on voudrait. Il y a beaucoup d'autres sagesses, y compris dans notre tradition philosophique. Si on pense au stoïcisme, qui considère que c'est pas tellement ça, mais c'est que les choses se passent quand on peut entrer dans un rapport avec les choses qui soit de l'ordre d'un « c'est ainsi », mais pas de la résignation, mais pour dire que c'est quand j'entre en rapport avec les choses comme elles sont, que j'accède aux ressources pour pouvoir vivre dans les choses comme elles sont. Et arrêter cette précipitation à vouloir à tout prix les transformer à mon idée. Et donc, évidemment, à rêver le transhumanisme jusqu'à on va pouvoir être débarrassé de la mort. Et c'est aussi la source du ressentiment. Vous rappeliez que Damasio en parle, éviter que la colère reste piégée dans le ressentiment. Le ressentiment, chez Damasio, je suis à peu près sûr que là, il y a une référence à Nietzsche. Le ressentiment, c'est dire non à la vie. Et au fond, on pourrait le formuler autrement encore, c'est la pensée, ce serait mieux si les choses étaient autrement qu'elles sont. Pensée, donc Krishnamurti, le sage indien dans une autre tradition, dit qu'elle est à la source de toutes nos souffrances. La source de toutes nos souffrances, c'est si seulement les choses pouvaient être autrement qu'elles sont. Bon, il me semble avoir beaucoup entendu des choses qui allaient dans ce sens-là, justement, ça s'est arrêté et tout d'un coup, on se retrouve en rapport avec la mort, avec le corps aussi, avec la réalité de notre existence comme corps. Le traitement que notre culture, aussi bien dans son héritage platonicien que dans son héritage chrétien, a réservé au corps. Le corps, c'est la matière, c'est ce qui est inférieur, c'est éventuellement ce qui doit être dominé, réprimé, ça compte pas, c'est inférieur. Tout d'un coup, bon, on se retrouve dans une situation dont un des enseignements, peut-être, c'est aussi que non, mais si je peux pas exister à travers mon corps et rencontrer les autres dans leur corps, alors vraiment, ça va pas. Alors vraiment, il y a quelque chose de grave qui est perdu. Enfin voilà, c'est un petit peu dans le désordre les choses entendues. Il y avait par rapport à ça aussi la question des mots qui tournent en rond et des discours incessants et si on arrivait à trouver le silence. Et à partir du silence, peut-être une autre manière de parler, une autre manière d'écrire, un autre langage. Et peut-être que là aussi, c'est avant tout une question de se souvenir. Les poètes disent des choses comme ça depuis tout le temps.
un autre langage. Mais nous, on est vraiment pris, enfin, là aussi, je l'ai entendu bien, ça continue dans nos têtes, ça tourne, ça parle, etc. Enfin, en bon blanc-bec que nous sommes, on ne peut pas s'arrêter de parler. Et pourtant, on découvre quand ça s'arrête que quand même, ça fait du bien quand ça s'arrête. Ce que je crois que la philosophie porte en elle fondamentalement, mais en même temps, c'est ce à quoi elle fait aussi obstacle, c'est justement le rapport à ça, à ce silence, à un autre langage. Peut-être que là-dedans, ou à travers ça, on peut être ramené en rapport avec cet autre endroit, mais qui est beaucoup moins rassurant. Une des autres choses que j'ai entendues, c'était quelqu'un qui disait voilà, maintenant il faut changer, et ça devient intéressant. Mais en même temps, la même personne avant disait j'ai détesté ces 2 mois parce que j'ai détesté être séparé de ce que je connais et j'ai détesté être dans on ne sait pas. Et comment on veut changer si on veut se soustraire à on ne sait pas et à se séparer de ce qu'on connaît et qui nous rassure? Et la question de la sécurité ou de l'insécurité, elle se trouve peut-être aussi là. Quelle sécurité, quel risque est-ce qu'on est prêt à accepter ou pas? La philosophie, elle nous emmène à cet endroit où la vie devient risquée, parce que c'est un mot de Paul Valéry qui dit « Penser en philosophe, c'est revenir du familier à l'étrange, et dans l'étrange, rencontrer le réel. » Là aussi, on est peut-être appelé à une part de risque. D'abord vivre ou d'abord la sécurité. C'est les textes d'Agamben qui parlent beaucoup de ça, ce philosophe italien qui a suscité une énorme polémique parce que sa position qu'il a prise dès le début en Italie, le premier texte que vous avez, c'est un texte du 11 mars, et avant ça, il y a un texte du 26 février où Agamben dit « Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Pourquoi ?» Enfin, il est sensible à ça dès le début, et ça, il s'est attiré des critiques vraiment très très violentes. On ne peut pas dire ça. Quand même, voilà, il y a des gens qui meurent. Aujourd'hui, ce discours a un peu plus de place. Bon, peut-être que voilà, on peut conclure là-dessus. Tous nos échanges de ce matin montrent, je pense, il s'est passé quelque chose. Et peut-être que se mettre ensemble et pas tellement confronter des opinions, mais dire voilà mon histoire à moi, à travers ce qui s'est passé et à travers ceux qui en parlent, peut-être que ça permet de ne pas rester coincé dedans. L'enjeu essentiel de l'initiation, c'est de ne pas rester coincé dedans. C'est-à-dire ouvrir d'autres possibles. Et il me semble que la philosophie, encore une fois, a entendu, voilà, comme Socrate, d'une certaine façon, le présente exemplairement, elle n'a jamais été rien d'autre que ça, ouvrir d'autres possibles. Et si peut-être c'était autrement?